Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna et on vous souhaite une excellente année 2023 pleine de comédie musicale et aussi d'autres belles choses, on espère. Et on vous parle en direct depuis Bagnolet à l'occasion du 1er janvier, donc nous sommes le 1er janvier 2023. Et nous enregistrons pour une fois, c'est rare, mais du coup ensemble. Ça mérite d'être souligné. On est en train de se regarder. Ensemble, là. on se regarde en vrai, c'est tout foufou. Cette année 2023 commence vraiment sous les meilleurs auspices. Exactement, et du coup, pour démarrer bien l'année, on va vous proposer une rétrospective de l'année dernière, comme on le fait tous les ans. Si vous nous écoutez depuis un moment, vous avez l'habitude. C'est donc notre épisode bilan 2022. On va vous parler de toutes les comédies musicales qu'on a vues, sur scène, ou au cinéma, ou en série, sur les plateformes, etc. Alors on va commencer avec ce qu'on a vu au théâtre. Tout d'abord, on a vu plusieurs reprises, donc de pièces qui ne sont pas des créations. Et pour certaines d'entre elles, on a déjà parlé lors de certains épisodes, donc on rappelle simplement que les productions de West Side Story qui se sont jouées à Orléans et à Strasbourg, on vous en a parlé dans un épisode dédié en juin dernier, il me semble, enfin juin 2022, donc vous pouvez aller le réécouter. Les productions de cabaret qui ont eu lieu en 2022 à Strasbourg et à Paris, eh bien pareil, on en a parlé à l'occasion de l'épisode dédié à cabaret. Et Starmania, bien sûr, la comédie musicale événement de cette fin 2022, eh bien, on vous en parle très très bientôt dans un épisode dédié. On vous dit en avant-première à l'occasion de cet épisode bilan qu'on va s'intéresser, mine de rien, une fois n'est pas coutume, à la comédie musicale française. Et alors, donc pour revenir sur les terrains bien connus de la comédie musicale américaine, Anna, tu as eu l'occasion cette année de voir The Pajama Game au théâtre La Piscine à Châtenay-Malabry à l'occasion de la tournée de la création du spectacle qui s'était fait en 2020. C'est ça, là, je crois que le tout début, c'était juste avant le confinement. Exactement. Et donc, j'ai eu l'occasion de voir cette version de The Pajama Game en mars. Le texte est joué en français et les chansons en anglais avec une mise en scène de Jean Lacornerie. J'ai trouvé la pièce très plaisante avec une troupe hyper talentueuse. Des numéros à noter qui étaient chouettes. On avait Hey There, donc avec le personnage principal masculin qui s'enregistre et fait un duo avec lui-même. Ça fonctionne hyper bien. Racing with the Clock également, surtout la reprise très lente du morceau lorsque les ouvriers veulent protester contre le patron, que j'ai trouvé très drôle. Le numéro iconique Steam Heat, très sympa en mode participatif. En fait, des rubans rouges étaient distribués au public avant la pièce. Et au moment de ce numéro, les actrices disaient au public de lever le poing et de répéter des phrases revendicatives. C'était très amusant. Et autre numéro que j'ai bien aimé, c'est Hernando's Hideaway, qui était un peu en mode futuriste. Les comédiens avaient des sortes de masques fluorescents et c'était dans le noir, etc. Enfin, voilà, il y avait des choses assez inventives en termes de mise en scène. Peut-être un peu décevant sur les chorégraphies, alors que le chorégraphe était par ailleurs co-metteur en scène de la pièce. Il n'y avait pas beaucoup de scènes dansées marquantes, c'est un peu dommage pour une pièce dont les chorégraphies étaient à l'origine de Bob Fosse. Enfin voilà, ça m'a un petit peu déçu à ce niveau-là. Après, sur l'ensemble, le côté désuet de l'intrigue ressortait dans les histoires d'amour, même si la dimension politique évidemment reste étonnante. J'ai eu l'impression que le couple secondaire comique était moins mis en avant. J'ai pas souvenir qu'ils se réconciliaient après le fameux épisode des couteaux, là où il lui lance des couteaux dessus. C'est trop drôle. Voilà. Trop drôle la violence conjugale, bref. Voilà, et donc ce personnage masculin était joué par Zachary Sall, qui était très marrant malgré tout. Vincent Eden, évidemment, toujours très bien dans le rôle titre, cœur, cœur, cœur. Très belle voix. Dalia Constantin dans le rôle principal féminin, avec une voix très singulière, je l'ai trouvé chouette. Et également Chloé Horry, donc plein de comédiens très chouettes français qu'on a plaisir à revoir de spectacle en spectacle. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de voir cette production, mais je le regrette encore. Peut-être qu'elle retournera, on ne sait jamais. Et donc pour rappel, on a un épisode dédié à Pajama Game, donc à la fois le film et quelques versions scéniques. Et on a aussi un autre épisode dédié à la prochaine comédie musicale dont on vous parle, qui est La Petite Boutique des Horreurs. Oui, qui s'est joué du 10 au 25 décembre, donc très récemment, à l'Opéra Comique, en version française, avec une traduction d'Alain Marcel qui date des années 80.
Alors c'est une version assez innovante parce qu'il y a une réorchestration et des musiciens plus nombreux qu'à l'habitude, puisque c'est une pièce qui est sur un format petit généralement. De même, la production est relativement à grande échelle au regard de son origine minimaliste off-Broadway. Et en l'occurrence, il y avait une scénographie vraiment très impressionnante. Oui, on est très très loin du off-Broadway ici, dans le décorum de l'opéra. Et l'atout majeur de cette production, c'est vraiment la scénographie. Déjà, on avait un très très beau décor de la boutique du fleuriste, donc là où se déroule l'intrigue, avec un petit côté vintage vraiment joli qui m'a beaucoup plu. Et alors surtout pour la plante, la fameuse Audrey II, on a une machinerie de dingue, c'était super beau, super impressionnant. Et même si c'était une marionnette, ce que je n'aime vraiment pas, au point que c'était très difficile pour moi à regarder, j'ai quand même pris du plaisir à voir cette machinerie gigantesque. Oui, il y avait 3 modèles de plantes à mesure évidemment que Audrey II grandit, c'est le principe de Little Shop of Horrors. C'est vrai que c'était impressionnant à plusieurs moments, donc évidemment spoiler alert si vous ne connaissez pas bien la pièce, mais le moment de la mort de Audrey, donc Audrey I, où son corps est coupé en deux, c'était vraiment très bien fait avec une importance donnée à l'aspect grand guignol de la pièce en fait. Oui, ce moment-là, c'était vraiment fou, c'était vraiment terrifiant, je m'attendais vraiment pas à ça. Oui. Je pense que l'opéra comique voulait marketer le spectacle comme, un spectacle de fête de fin d'année. Bon, il faut quand même signaler que c'est pas très familial comme spectacle et comme pièce, et je me doutais pas que ce serait aussi gore, vraiment. Pour moi, c'est pas tant une comédie musicale de Noël que vraiment un spectacle parfait pour Halloween. Au niveau des costumes, ils m'ont aussi beaucoup impressionné, ils étaient vraiment sublimes, on sent que la costumière s'est fait vraiment plaisir, notamment pour les costumes du trio de chœurs, donc qui sont un petit peu les narratrices de l'histoire et qui évoquent aussi un petit peu la plante et qui l'évoquent de plus en plus, et pareil, leurs costumes sont un peu de plus en plus foisonnants au fil de la pièce, donc ça c'était vraiment très joli. En ce qui concerne les interprètes, on sent bien que ce sont des chanteurs d'opéra. Du coup, même si techniquement c'était bien, je trouvais qu'en termes d'interprétation, on passait un peu à côté. Plusieurs d'entre eux n'avaient pas, je trouve, ce petit truc qui est un peu spécifique à la comédie musicale. Mais j'ai trouvé que l'interprète qui jouait Seymour était très bien. Alors, je suis assez d'accord avec toi. Personnellement, ça m'a un petit peu gêné quand même, le fait que les voix et l'interprétation d'un peu tout le monde, si on met à part les 3 chanteuses justement du chœur, qui sont des chanteuses de comédie musicale, de pop aussi. Mais ici, vraiment, la plupart des comédiens, c'est vraiment des interprètes d'opéra et ça se sent. Et je trouve que pour le registre de l'œuvre, ça passe moyen, quoi, par rapport au style musical tout simplement de l'œuvre, qui est rock, pop, Motown, etc. Et par ailleurs, j'ai trouvé qu'il jouait, il et elle, en fait, ça s'applique surtout aux interprètes de Audrey et de Seymour, un peu trop au second degré, en prenant des voix un petit peu ridicules pour interpréter des personnages, naïfs, et ça les rendait pas très attachants. Et moi, personnellement, c'est pas trop ma vision de l'œuvre, ce second degré permanent. Et même si, encore une fois, on a vraiment aimé, je trouvais qu'il y avait quelques numéros qui m'ont paru moins waouh que ce que j'attendais. Notamment le numéro d'introduction, le fameux Little Shop of Horrors, en français bien sûr. Le numéro Skid Row également, Suddenly Seymour. Alors, à noter qu'on a vu la générale, donc il est très possible que des choses aient été améliorées durant les représentations, les vraies représentations du 10 au 25, ça on peut pas vous le dire. Moi, j'avoue que j'avais pas trop point de comparaison parce que je connaissais pas du tout l'œuvre, mais j'ai trouvé aussi l'ambiance en fait de cette générale un petit peu bizarre. Bon, évidemment, du coup, c'était un public composé d'artistes et de familles et des personnels de la production. Du coup, il y avait quand même ce côté un peu atmosphère d'entre-soi, un peu malaisante parfois. Et j'ai été étonnée à plusieurs reprises par les réactions du public qui visiblement n'interprétait pas les numéros comme nous, en tout cas. Oui. Mais c'était pas un public de comédie musicale, je sais pas comment le dire autrement, oui, mais... Ouais. Donc on a ressenti ça toutes les deux sur la fameuse I Want Song de Audrey qui s'appelle Somewhere That's Green, au coin du vert en français. Donc c'est un numéro dans lequel Audrey explique qu'elle aspire à la sécurité ménagère. C'est un numéro vraiment sympa, c'est drôle, parce que du coup il y a des comédiens déguisés en appareils électroménagers qui viennent danser sur scène. Mais le public riait en fait de cet effet de mise en scène qui rendait la scène un peu ridicule. Alors qu'en fait, les aspirations du personnage, elles pourraient totalement être prises au premier degré, elles sont totalement légitimes. Et en fait, moi, ça me choquait pas qu'il y ait un monsieur dans un mixeur, et pour moi, c'était juste un mixeur. Enfin, dans La Belle et la Bête, pareil, on a des gens qui jouent les assiettes, et c'est des assiettes, c'est pas des gens dans des assiettes.
Ça m'a beaucoup choquée, ça m'a un peu contrariée, j'avoue. Surtout mon voisin, en particulier, je le dénonce, riait à gorge déployée alors que c'était absolument pas ridicule. Et j'ai aussi été mal à l'aise lorsque le public a ri à un moment donné, lorsque Audrey dit qu'elle est habillée pas vulgaire. Et bon, à ce moment-là, l'interprète, elle porte une robe un peu en mode courte, rose, mais qui est vraiment juste qui est normal. 60s, enfin je sais pas. Et là, j'ai limite ressenti du mépris de classe, quoi, de le côté, on se moque de cette blonde écervelée qui pense être pas vulgaire. Bah non, c'est un archétype, c'est un type de On est personnage. complètement d'accord. La prochaine fois, on ira voir des spectacles toute seule dans une salle. C'est ça. C'est ça le principe du théâtre. Oui, mais je suis d'accord avec toi, et d'ailleurs on a revu le film récemment dans notre fameux cinéma club, et tout ça, tout ce que tu dis est présent, mais justement c'est pas mauvais esprit. Audrey, elle est touchante dans ses aspirations, elle est pas ridicule. La scène où elle dit cette histoire de robe, elle existe, mais il y a pas du tout par exemple la caméra qui insisterait sur sa robe, pas du tout, au contraire elle est filmée plutôt proche à ce moment-là, donc voilà, c'est pas du tout interprété de la même manière, c'est un même texte, mais qui n'est pas du tout... c'est la magie de la mise en scène et de la direction d'acteur. Et du coup, je trouve que je suis d'accord avec toi sur le public de Little Shop of Horrors à l'Opéra Comique, mais je trouve que c'est pas seulement le public qui est en faute, c'est aussi une manière de mise en scène et de direction d'acteur. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé, je vous le mettrai en bonus sur notre site internet, une citation de Howard Ashman où il explique que les comédiens ne doivent pas jouer cette pièce au second degré, mais au contraire être sincères, et je trouve que c'est un peu ce qui m'a manqué dans cette version de l'Opéra Comique, même si c'était du très beau spectacle. On a également cette année vu plusieurs créations. Et notamment, on a vu une pièce intitulée « À l'ombre d'Oz ». Donc, comme vous le devinez sans doute, il s'agit d'une pièce biographique autour de Judy Garland qui s'est jouée de février à avril à Paris et aussi cet été au Festival Off d'Avignon. Une pièce donc créée et jouée par la compagnie Les Joyeux de la Couronne. Donc une toute petite pièce, c'était très minimaliste, dans un tout petit théâtre, très intimiste. Alors, j'ai trouvé que c'était bien joué, bien chanté, avec certains ensembles vraiment chouettes, surtout sur le numéro That's Life. Mais bon, après, c'était sûrement mieux pour des gens qui découvrent Judy Garland plutôt que pour nous, j'ai envie de dire. Un peu dommage de se concentrer sur seulement, en gros, 2 périodes. 1, le tournage du Magicien d'Oz, et 2, la fin de sa vie avec les concerts à Londres. Il y a aussi un peu ses tout débuts avec sa famille. Bon, Judy Garland, elle a fait plein de trucs entre les deux, hein. Alors, on a aussi trouvé de grosses similarités avec le film Judy, là, dont on avait parlé il y a quelques années, le film avec Renée Zellweger. C'est le fait de se concentrer sur les tout derniers mois de sa carrière à Londres. On a aussi des anecdotes qui ont été inventées par le film, qui ici sont reprises, notamment le moment où elle sympathise avec un couple homo. Et bon, comme le film, il faut le dire que cette pièce ne fait pas dans la demi-mesure en termes de pathos. Alors, moi aussi, ce qui m'a beaucoup rendu perplexe, mais bon, là encore, c'est aussi parce qu'on est, il faut dire, des spécialistes de Judy Garland, c'est que ça fait semblant de se baser sur des anecdotes très précises, et en fait, il y a quand même beaucoup d'imprécisions. Je me targue quand même de bien connaître la vie de Judy Garland, et il y a des trucs que j'ai pas compris, qui est la star qu'elle rencontre dans le train à un moment. Aussi, il y a quelqu'un qui joue la première sorcière, donc c'est pas très clair si c'est effectivement l'actrice qui avait été castée avant Margaret Hamilton ou si c'est quelqu'un d'autre. Il a aussi à plusieurs reprises fait référence à un certain Monty, on ne sait pas trop qui c'est, j'ai pas réussi à comprendre. Bon, voilà, des zones d'ombre un petit peu perplexifiantes. Mais bon, à part ça, les comédiens vraiment attachants, plutôt bons. Alors, je pense que la fois où j'y suis allée, l'une des comédiennes devait avoir un petit souci de voix ou de micro, mais bon, je pense que c'était vraiment conjoncturel. Bon, après, même si ça me fait toujours plaisir de voir la vie de Judy Garland, moi j'ai vraiment pas accroché à ce côté hyper pathos. Bon, après, c'est compliqué de parler de Judy Garland, hein, parce que nous on est hyper attachés, voilà, tout ce qui sera dit sera revenu contre vous. Bon, on loue malgré tout l'exercice de faire une pièce sur Judy Garland, mais on n'a pas trop accroché au côté pathos excessif. Enfin, je pense qu'on n'a pas besoin d'une énième pièce qui nous montre une vision si pathétique de Judy Garland. On est d'accord. Ce que j'avais bien aimé en revanche, c'était les scènes avec Liza Minnelli vers la fin de la pièce. Elle voit sa fille à plusieurs moments. J'avais trouvé ça assez touchant, mais bon, je reste assez d'accord pour dire que c'est pas indispensable et que parfois le texte est un peu maladroit, un peu lourd, et j'ai trouvé alors on n'a pas vu au même moment. Moi, la fois où j'y étais, je trouvais que les comédiens butaient un peu parfois sur le texte, donc voilà. Mais une pièce pas désagréable.
Et alors, Anna, tu as eu la chance, toi, cette année, d'aller à Londres. Oui. Et tu en as profité, petite coquine, pour voir sans moi 2 spectacles. Le premier d'entre eux, tu as découvert The Book of Mormon. Oui, alors The Book of Mormon, on connaît déjà très bien toutes les deux. Vous pouvez vous référer à l'épisode qu'on a consacré à cette comédie musicale très célèbre et très drôle. Donc c'était chouette de le voir en vrai, pas de surprise particulière hein, puisque je le connais très bien, la bande son, etc. Je l'ai vu avec mon père qui a beaucoup apprécié, que ça a beaucoup fait rire, donc ça fonctionne. Voilà, beaucoup de moments très drôles, des interprètes très talentueux, des moments dansés vraiment très spectaculaires, hein, plus-value énorme je trouve au niveau de la danse. Et simplement par rapport à ce qu'on disait dans notre épisode justement consacré à The Book of Mormon, j'ai remarqué qu'il y avait une modification par rapport à ce fameux gag récurrent et un peu très ignorant et raciste sur les textos écrits sur des bouts de papier là. Ça a disparu en fait. Dans la version que j'ai vue à Londres, désormais Nabulungi a une tablette sur laquelle elle partage des contenus sur Facebook. Donc voilà, ils ont changé un peu ce truc là. Réactualisation quoi. Ouais, complètement. Et tu as aussi vu Back to the Future, donc une nouveauté, une comédie musicale donc évidemment adaptée du film de Robert Zemeckis de 85, qui a ouvert à Londres en septembre 21 et qui a eu le prix du la meilleure comédie musicale aux Olivier Awards. Alors qu'est-ce que tu en as pensé toi ? Alors du coup, comme je l'ai vu pas si longtemps après son ouverture, j'ai vu le cast original. Donc Holly Dobson dans le rôle de Marty et Roger Bart en Doc. Donc Roger Bart, on l'adore, hein, on en a parlé de lui parce qu'il a créé le rôle de Carmen Gilla dans Les Producteurs, le rôle titre de Frankenstein Jr. Il a eu un Tony en 99 pour You're a Good Man, Charlie Brown. C'est vraiment un acteur comique très doué et il est évidemment super dans ce rôle. Je m'épargne de vous raconter de quoi parle Back to the Future, je suppose que tout le monde connaît. La musique était de Alan Silvestri, qui est le compositeur de la célèbre musique originale du film, avec des paroles de Glenn Ballard, qui a notamment travaillé sur Ghost. Il y avait aussi présence de chansons qui étaient déjà dans le film original, puisque c'est un film qui a, mine de rien, quelques chansons. Ouais. The Power of Love, Back in Time, Johnny B. Good et Earth Angel. Le livret a été écrit par le scénariste du film, Bob Gale, donc on est vraiment sur une très forte fidélité au film original, ce qui est logique, parce que c'est une histoire très, très cool, tout le monde connaît, enfin voilà, il n'y avait pas de raison de s'en éloigner. Mais à ce point-là, j'avoue, j'étais presque déçue, j'attendais un peu plus de développement, je me disais, tiens, qu'est-ce qu'ils vont rajouter, qu'est-ce qu'ils vont faire en plus. Je trouve que sur les personnages, ça aurait pu aller un peu plus loin. Alors Marty a une I Want Song, les personnages secondaires, Goldie et Jennifer, ont des solos, mais bon, ça va pas vraiment très loin. En termes de modification, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début, Doc, là encore spoiler alert si vous ne connaissez pas Back to the Future et si vous voulez pas avoir de spoiler sur la pièce. Au début, Doc n'est pas attaqué par des terroristes qu'il a arnaqués, mais il meurt à cause des radiations nucléaires qu'il a provoquées en fabriquant la machine. Donc il n'y a plus de terroristes libyens là. Et il y a aussi une modif, c'est qu'à la fin, George McFly, donc le père de Marty, il reçoit une médaille, il est honoré par la ville, et le livre qu'il a écrit s'appelle Back to the Future et raconte l'histoire de sa rencontre avec Marty. Alors, c'est un peu bizarre parce que si on y réfléchit de près, ça marche pas trop, mais bon, de toute façon, avec les histoires de voyage dans le temps, il peut y avoir des incohérences absolument. Bon, voilà, on n'y coupe pas, quoi. Alors, dans l'ensemble, les chansons n'ont pas trop marqué, à l'exception de 2 numéros, It Works, chanson où Doc se réjouit de voir que sa machine à voyager dans le temps fonctionne, et There's Something About That Boy, où Lorraine s'extasie sur les qualités de Marty, qui était vraiment très très sympa. La musique dans l'ensemble, en gros, c'est un mélange de pastiches de rock'n'roll des années 50, de chansons pop-rock plus contemporaines, et il y a même un passage électro dans une scène de rêve en mode science-fiction où Doc se voit transporté au XXIe siècle. Dans les choses notables, j'ai été étonnée par l'utilisation de l'ensemble. Il y a énormément de moments où les danseurs interviennent, dans des moments où c'est logique, évidemment, où ils incarnent les élèves du lycée, les habitants de la ville, etc. Mais aussi dans d'autres moments où ils débarquent simplement pour danser avec les personnages. Ça m'a un peu perturbée, mais justement, la pièce joue avec ça. Notamment, après l'un des numéros, les danseurs et danseuses qui étaient en smoking restent dans la pièce, en gros, dans l'atelier de Doc. Et alors que le numéro est déjà fini, au bout d'un moment, Doc leur demande de sortir. Et ils sortent les uns après les autres. Enfin, c'est assez rigolo. Mais ce qui m'a le plus marqué dans cette production, c'est le côté spectaculaire. C'est très impressionnant, c'est luxueux, avec usage de vidéos, d'effets lumineux pour les moments un peu cultes, les moments d'action, quoi. Les courses de la DeLorean, la scène où Doc monte à l'horloge. Même à la toute fin, lorsque Doc revient pour emmener Marty pour la suite de l'histoire, là, la DeLorean s'envole et elle était suspendue en l'air au-dessus du public. Enfin, c'était très, très impressionnant.
Il y a plusieurs moments très spectaculaires qui ont été applaudis par le public. Enfin, voilà, c'est vraiment ça la plus-value. On est dans le pur entertainment. Il y a un effet waouh. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là de la pièce, quoi. Malgré les quelques défauts que j'ai pu y voir, ça vaut vraiment le coup. Et c'est un grand succès et ça se jouera à Broadway en 2023 a priori. Super, ça donne envie en tout cas de le découvrir. Et donc cette année, on a aussi vu une captation de spectacle, donc Trevor sur Disney+, qui était sorti à l'occasion du mois des fiertés en juin 2022, et on a fait un épisode dédié à cette captation, donc vous pouvez aller le réécouter. La comédie musicale, c'est aussi quelque chose qui se fait au cinéma. Et donc, on a vu cette année pas mal de films, comédies musicales ou biopics ou films avec de la musique. Voilà, on a vu pas mal de choses. Alors tout d'abord, cette année, on va dire, on poursuit la tendance observée déjà depuis plusieurs années sur les films produits récemment, c'est qu'on a des biopics musicaux, en veux-tu, en voilà. Cette année, on a été assez gâtés. À commencer par le très attendu Elvis de Baz Luhrmann, qui est sorti en salle en France en juin 2022, après avoir fait l'ouverture du Festival de Cannes, rien que ça. Tout à fait. Alors, c'est un biopic assez monstrueux, on va dire ça comme ça, de par son style grandiloquent, donc signé Baz Luhrmann, on en a parlé dans notre épisode consacré. On ne se refait pas un Baz. Voilà, c'est ça. On en a parlé dans l'épisode sur Moulin Rouge, aussi par sa durée, 2h40, durée assez inutile selon moi, même si j'ai pas détesté le film. Oui, c'était clairement assez éprouvant, 2h40. Bon, il y a un vrai challenge de mise à l'épreuve du spectateur. Il y a forcément des longueurs, et notamment dans la deuxième partie. Encore une fois, je voyais très bien les moments où on pouvait couper. On me demande jamais mon avis, je comprends pas. Je suis assez d'accord. Le film se focalise en particulier sur la relation d'Elvis avec son célèbre manager, le colonel Parker, qui est joué par Tom Hanks, qui est présenté ici comme un arnaqueur, un bonimenteur, qui a commencé dans le cirque, ce qui donne l'occasion à Baz Luhrmann de montrer son goût pour l'esthétique Barnum dans les premières minutes du film qui sont très survoltées, avec un montage rapide, des split screens, des lumières flashy, etc. Moi j'ai beaucoup aimé ces premières scènes foraines, déjà parce que j'aime beaucoup cet univers forain, mais que c'était très beau, c'était très bien fait. Et donc dans le film, je pense qu'on est d'accord avec Fanny pour dire que c'est la première partie qui est la plus intéressante, avec les débuts de la carrière d'Elvis. Oui, dans cette première partie, on a, comme tu le disais, de nombreuses scènes de split screen pour les transitions, en fait, notamment pour les moments d'ellipse, en fait. Et il s'amuse beaucoup à faire beaucoup de vignettes. Alors je me suis fait aussi la réflexion, c'était vraiment fait pour être vu sur grand écran, parce que j'imaginais voir ça sur un téléphone. C'est vraiment... Parce que l'écran est divisé je sais pas, en une dizaine de vignettes, c'est très joli. Même avec des ajouts d'animation, des incrustations. À un moment donné, il y a une partie de son enfance qui est racontée sous la forme de bande dessinée, parce qu'il est fasciné par les comics. Je trouvais que ça rendait vraiment bien, en fait. Pour une fois, ça m'a pas semblé être du Baz Luhrmann, du too much. Je trouvais que ça servait finalement bien ces quelques moments de transition. Alors par ailleurs, un focus est mis dans le film sur la relation d'Elvis avec la musique noire et les musiciens noirs de son époque, mais aussi sur l'effet qu'il faisait sur les foules, avec notamment son déhanché légendaire, qui était jugé obscène par la bonne société. Il y a une scène, la scène du premier concert avec les jeunes filles en transe, qui est vraiment bien, je trouve. Ouais, elle est super. On voit qu'au début de sa carrière, il était une sorte de croisement racial, croisement de genre, qui l'a rendu attirant pour un public très large, en fait. J'avoue, c'est des choses que j'avais pas du tout en tête, pour le coup. On voit aussi la dimension contestataire et politique en fait de ses performances, notamment par cette problématique raciale et sexuelle qu'il introduit. Il est même menacé d'être interdit suite à une campagne d'un sénateur réactionnaire contre lui. Moi j'avoue que je connais de toute façon très mal la carrière d'Elvis Presley, mais ça je l'avais pas du tout en tête, qu'au-delà évidemment de la nouveauté et du côté provocateur du déhanché, ça avait vraiment eu des répercussions politiques très importantes. Donc tout ça c'est intéressant, mais c'est vrai qu'ensuite le film devient un peu plus banal en montrant la déchéance d'Elvis et de son manager, ses problèmes de drogue, son mariage qui bat de l'aile, sa carrière qui peine parfois à se renouveler, etc. De manière générale, et donc même si j'ai appris des choses parce que je ne connaissais rien, j'ai regretté que ce soit pas plus clair quant au déroulé de sa carrière. Moi, je trouve qu'on comprend pas très bien combien il est populaire à différentes étapes en fait de son évolution. J'ai cru comprendre qu'il était devenu superstar d'un coup, parce que d'un coup on le voit s'acheter Graceland, tout ça, qu'il a plein de cadeaux et tout. Mais même ça, c'était pas super clair. Moi aussi, j'aurais bien aimé voir ses
tout début où on comprend pas tout à fait, je trouve, comment il prend goût à la musique. Bon, j'avoue, je suis très traditionnaliste dans mes biopics, je les aime du berceau au cercueil, avec des choses très claires, très didactiques. Et autre chose qui nous a un peu chagriné, c'est qu'on évite soigneusement les sujets problématiques autour du King, notamment la manière dont il a traité son épouse Priscilla. Et notamment le fait qu'elle avait apparemment 14 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. Voilà, donc ça, on le voit pas dans le film, elle a pas 14 ans la comédienne. Mais bon, j'ai appris des choses et l'interprète d'Elvis, Austin Butler, est très convaincant. Je trouve aussi que l'actrice qui jouait le rôle de la mère d'Elvis Presley, donc il y a une part très importante dans sa vie, donc Helen Thompson, était très bien aussi. J'avoue que Tom Hanks m'a un peu moins convaincue. J'ai trouvé vraiment étrange de le voir grimer ainsi en colonel. En plus, bon, la même semaine, je l'avais vu dans Pinocchio, donc je sais pas, il y a quelque chose qui m'a perturbée. Ouais, c'est pas son rôle le plus convaincant. Et aussi, il m'a manqué des scènes un peu plus longues, un peu plus calmes, de moments musicaux pour explorer vraiment le style Elvis, quoi. Ouais, j'avoue que moi aussi, j'aurais aimé avoir des moments où on le voit au travail, en train de réfléchir à sa musique. Ça manquait. En fait, sans surprise, Baz Luhrmann, là, il va s'intéresser plus au côté exaltant, quoi, de la musique. Et ceci dit, ça fonctionne, parce que les scènes de concert et d'émissions télé, etc., où Elvis chante, restent, à mon avis, les meilleures du film. Et apparemment, elles sont très fidèlement recréées. Hein. Les fans témoignent que c'est vraiment assez bien fait, comme souvent, hein, comme ça avait été le cas pour le biopic sur Judy Garland. À partir de captations existantes, on s'amuse à recréer exactement les mêmes performances. Ou comme celui Bohemian Rhapsody sur Queen. Alors, autre biopic que nous avons vu cette année, il s'agit donc d'un film qui s'appelle Weird, The Al Yankovic Story, donc un film sorti le 4 novembre 2022 sur la chaîne américaine Roku Channel. Donc c'est un film réalisé par Eric Apple et c'est un faux biopic du chanteur et humoriste Weird Al Yankovic, avec Daniel Radcliffe dans le rôle de Weird Al et Evan Rachel Wood dans celui de Madonna, qui intervient dans l'histoire. Bon, c'est assez amusant, hein, c'est totalement loufoque, totalement délirant, comme le sont les vidéos de Weird Al, mais bon, j'avoue que à la fois peut-être qu'il assume pas totalement le côté carrément loufoque, et pourtant ça part dans tous les sens, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas sur la longueur, en fait. C'est une bonne blague, mais bon, une bonne blague d'1h45, ça s'essouffle un peu en route, en fait. Bon, c'est pas désagréable, hein, il y a quand même plein d'aspects plutôt marrants. Ok, bon, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Et autre film, cette fois, moi, je n'ai pas eu l'occasion de le voir parce qu'il est sorti en salle en toute fin d'année. Il s'agit de I Wanna Dance With Somebody, un biopic, là encore, vous l'aurez deviné, de Whitney Houston, réalisé par Kasi Lemmons. Alors, c'est un biopic très classique. J'ai appris plein de choses sur cette chanteuse, je l'avoue, j'aimais bien sa musique, mais je connaissais pas sa vie. J'ai appris que sa mère était elle-même chanteuse. J'ai appris qu'elle avait vécu avec une femme avant pour des raisons à la fois de carrière et aussi de croyances, etc., de fréquenter des hommes par la suite. J'ai appris qu'elle était mal vue par certains Afro-Américains parce qu'elle faisait de la musique entre guillemets pour blancs. Enfin voilà, il y a des choses assez intéressantes à ce niveau-là. Et j'ai trouvé, un peu comme dans Elvis, la première partie du film assez prenante, la partie Rise to Fame, hein. On suit son évolution personnelle et artistique, il y a des moments assez cool, même si c'est un peu prévisible, mais ça fonctionne bien quand on lui fait écouter des maquettes de chansons et du coup elle décide laquelle sera son futur tube. Quand elle décide de jouer dans Bodyguard, quand elle chante l'hymne américain au Super Bowl, c'est un truc très connu qu'elle a fait dans sa carrière. Mais, encore une fois, comme pour Elvis, la deuxième moitié, le fall, les problèmes de drogue, d'argent et de couple, c'est assez ennuyeux. C'est assez cucu et en fait c'est aseptisé, quoi. Les ravages de la drogue sont à peine esquissés. On voit que c'est un problème qu'elle prenne de la drogue, mais à aucun moment on voit pourquoi c'est un problème pour elle, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur son corps, sur son moral. Enfin voilà, c'est trop light à ce niveau-là. C'est vraiment dans du biopic très classique et qui veut pas aller chercher trop loin les failles de la personne. Après, c'est quand même pas désagréable. Naomi Ackie est très touchante dans le rôle principal et également Nafessa Williams dans le rôle de celle qui, donc, au début est sa compagne, puis devient son assistante et sa meilleure amie, etc. J'ai aussi apprécié que les séquences musicales soient assez longues, avec notamment à la fin 10 minutes d'un medley chanté par Whitney Houston aux American Music Awards en 94. Donc c'est un espèce de flashback avec notamment dans ce medley, c'est marrant, 2 chansons de comédie musicale. I Love You Porgy de Porgy and Bess, And I Am Telling You de Dreamgirls, puis ensuite le tube de Whitney Houston, I Have Nothing. Je me demande si cette idée de finir sur une longue séquence de concert ne vient pas de Bohemian Rhapsody, qui se terminait sur le grand concert de Queen à Wembley, où ça durait là encore plus que 10 minutes, c'était
pense, bien 20 minutes, et c'était d'ailleurs une des meilleures scènes du film. Et à noter qu'il y a une autre chanson de comédie musicale qui revient plusieurs fois dans le film, qui est la chanson Home, tirée de The Wiz. Donc en plus, pour les fans de comédie musicale, il y a plein de petites rêves qui sont glissés dans ce film sur Whitney Houston, on n'aurait pas forcément imaginé. Alors, et on peut voir également sur Disney+, le film Dans les yeux de Tammy Faye, qui est sorti en 2021, mais pas en salle en France, il me semble, qui est sorti directement sur Disney+, en France en 2022. Ouais, personnellement, j'avais pu le voir en salle fin 2021 à l'occasion du festival du film d'Arras. C'est un biopic réalisé par Michael Showalter. Et produit notamment par Jessica Chastain, qui joue donc le rôle principal. Et c'est donc un film qui est adapté d'un documentaire de 2000 dans lequel la vie de Tammy Faye était racontée par RuPaul, et donc un documentaire qui a connu un très grand succès. Alors, qui est cette Tammy Faye ? La connaissez-vous ? Voilà, moi je la connaissais pas du tout. Moi non plus. C'est une télévangéliste bien connue aux États-Unis qui a été présentatrice pendant 15 ans d'émissions sur la chaîne PTL, Praise the Lord, donc ça veut dire ce que ça veut dire, avec son mari Jim Baker, avant que le couple ne tombe pour des affaires de fraude et de meurtre. Et elle était aussi chanteuse, d'où plusieurs séquences musicales et voilà, un univers généralement backstage avec des concerts et des enregistrements de disques, etc. Et donc Jessica Chastain, oui, joue Tammy Faye de ses 20 ans à ses 55 ans. C'est assez convaincant, je trouve. Ouais, c'est très convaincant. Elle a d'ailleurs obtenu un Oscar pour le rôle. Et elle chante vraiment, donc les chansons, et elle chante vraiment bien aussi. Tout à fait. On la voit vraiment changer physiquement dans le film, du fait, bon, forcément du fait qu'elle prend de l'âge, mais aussi du maquillage et des coupes de cheveux qui changent au fur et à mesure des années, des modes qui deviennent de plus en plus improbables. Je trouve que c'est un des aspects qui est assez amusant, et voilà, le portrait de cette femme est assez intéressant, assez contrasté. Elle est étonnamment dépeinte comme plutôt sympathique, hein, je trouve. Hein, dès le début, on la voit beaucoup plus tolérante que les autres prêcheurs, en particulier vis-à-vis des personnes LGBT. Et on est vite poussé aussi à être en empathie avec elle, par exemple, quand elle ne veut pas être reléguée dans l'ombre de son mari, qu'elle veut travailler, qu'elle veut prendre part aux décisions relatives à l'émission. On est clairement, comme l'indique le titre, hein, placé de son point de vue. En parallèle, du coup, le mari passe vraiment pour un salaud, mais je pense que c'était le cas. Hein. Et il est joué, je trouve, très bien par Andrew Garfield, qui arrive à être pathétique. Enfin, on sent le plaisir qu'a Andrew Garfield à jouer ce mec, je sais pas comment dire, mais c'est très chouette. Et de manière générale, le film est vraiment pas mal. Si c'est le genre de thématique qui vous intéresse, l'univers du showbiz des années 60 à 80, l'influence de la religion aux États-Unis aussi, et les costumes et les coiffures kitsch aussi, si ça vous intéresse, vous voyez ce film. Aussi un peu sur l'histoire de la télévision, hein, parce qu'on n'est pas qu'aussi la retransmission satellite, des choses qui se passent, des changements que connaît le médium sur la période. Alors moi, j'avais aucune idée de qui étaient ces gens et même de leur existence, mais ça m'a assez fascinée. Franchement, allez lire leur page wiki, au moins leur histoire vaut le détour. Et on peut aussi signaler qu'une comédie musicale sur la vie de Tammy Faye vient justement d'ouvrir, mais je crois qu'elle a déjà fermé, ça a duré peu de mois, donc cet automne à Londres, avec une musique d'Elton John, Katie Braben, qu'on avait vu je pense dans Carole King The Musical dans le rôle de Tammy, et Andrew Rannells dans celui de Jim, et donc le spectacle a apparemment reçu des critiques assez positives. Et il existe aussi un téléfilm de 1990 qui s'appelle Fall from Grace avec Kevin Spacey et Bernadette Peters. Elle est partout. Improbable. Mais du coup, ça donne envie de le voir, ce téléfilm. Alors, parlons maintenant des autres films que nous avons vus qui ne sont pas des biopics. Commençons par les films vus sur les plateformes. Alors d'abord, on vous rappelle qu'on a vu Le Monde de Nate sur Disney+, et qu'on y a consacré un épisode, qu'on a également vu 13 sur Netflix et qu'on y a consacré un épisode. Donc vous pouvez aller écouter tout ça, mais maintenant parlons d'un des films musicaux les plus attendus de cette année, qui est sorti sur Netflix le jour de Noël, c'était Mathilda. Oui, donc un film très attendu, hein, parce qu'il était en projet en fait depuis 2013, donc presque 10 ans plus tard. Le voici enfin sur Netflix, il est sorti pour Noël, pile pour Noël, le 25 décembre. Et il s'agit bien sûr de l'adaptation de la comédie musicale de Tim Minchin, d'après le livre de 88 de Roald Dahl. Donc Mathilda, une comédie musicale à succès, multi-récompensée, qui avait ouvert en 2010 dans le West End et ouvert en 2013 à Broadway. Le film est réalisé par Matthew Warchus, le metteur en scène de l'œuvre originale, d'après un scénario de Dennis Kelly, qui était, lui, l'auteur du livret de la version scénique. En termes de casting, on n'a pas vraiment de stars de comédie musicale scénique. On a plutôt des gens qui viennent en fait du cinéma, mais qui chantent très bien.
On a Emma Thompson dans le rôle de Miss Trunchbull, à signaler parce que c'est un rôle qui est habituellement joué par un homme. C'est la directrice de la fameuse école dans laquelle entre Mathilda. Alors moi j'ai beaucoup aimé Lashana Lynch dans le rôle de Miss Honey, je l'ai trouvée très touchante, donc Miss Honey c'est l'institutrice à laquelle Mathilda va s'attacher, avec une très belle voix, une belle douceur. C'est étonnant parce que c'est une comédienne qui avait surtout fait avant des films d'action, elle est dans des Marvel, elle était dans le dernier James Bond. Enfin voilà, elle a un range très impressionnant cette comédienne et j'ai beaucoup aimé. Alors par contre niveau casting, je vais m'insurger 2 secondes du fat suit dont est affublé le... Oui, moi aussi j'étais pas sûre, c'est improbable ça. Ah ouais, non mais donc le comédien, l'enfant qui joue Bruce, donc Bruce est un enfant qui est gros. Et là, excusez-moi, mais en plus le fatsuit est juste super mal fait. Enfin, je sais pas, il y a un truc où tu es là, c'est juste un enfant mince à qui on a mis un coussin sous ses vêtements. Enfin, déjà, c'est pas bien fait, mais en plus, même si c'était bien fait, c'est stop. Comment dire, ils avaient pas les moyens de trouver un enfant vraiment gros qui savent chanter et danser. Ils en trouvent pour jouer le rôle de Bruce dans la comédie musicale tous les jours de la semaine depuis des années. Donc pourquoi pas dans le film? Enfin vraiment ça m'énerve en fait. Alors que j'ai cru voir que des gens s'étaient insurgés pour le coup contre le fatsuit de Emma Thompson, qui personnellement me semble beaucoup moins problématique. Pareil. En fait, parce que le personnage déjà sur scène est de toute façon hyper grimé, c'est un personnage qui est on va dire presque pas humain en fait. Ouais. Donc là pour le coup ça me semblait un peu excessif de s'insurger de ça. Mais j'avoue que moi je me suis demandé pendant tout le film si il avait ce fatsuit ou pas, parce que c'était vraiment bizarre pour Bruce, il y avait quelque chose de... ou si c'était fait numériquement carrément, parce que je sais pas, c'était trop étrange en fait. Ouais, je comprends pas ce choix. Là, bon, bref. En tout cas, il y a pas mal de modifications assez importantes dans cette version cinématographique par rapport à la version scénique. On a on va dire des choix d'adaptation assez tranchés et personnellement je suis pas vraiment d'accord avec tous, et notamment le fait qu'on ait choisi de supprimer les 2 chansons des parents, donc la chanson Loud chantée par la mère de Mathilda où on voit sa personnalité donc un peu envahissante, et aussi le fait qu'elle veut devenir championne de danse de salon. Et la chanson Telly, qui était la chanson du père, où il disait que tout ce qu'il avait appris, il le tenait de la télévision. Moi, je trouve que le choix de supprimer ces 2 chansons est vraiment embêtant. C'est vraiment dommageable parce que c'était déjà 2 chansons comiques qui insufflaient un petit peu de peps dans la partition. Et alors, sans ces 2 chansons, là, les parents deviennent vraiment unidimensionnels jusqu'à l'absurde. Ces deux chansons comiques que j'évoque ne permettaient pas vraiment d'approfondir, on va dire, la caractérisation des personnages, mais quand même, ça leur donnait une mini-dimension. Là, vraiment, juste, ils la haïssent sans raison. Enfin, je dis pas que d'habitude, ils ont une raison de la haïr, mais là, on n'y croit pas, en fait, tellement c'est caricatural. Je suis assez d'accord. Et moi, mon point de comparaison, même si j'ai vu la comédie musicale, encore plus que la comédie musicale, c'est le film de 96 de Danny DeVito, où les personnages des parents étaient beaucoup plus mis en avant, beaucoup plus drôles. Et là ça tombe assez à plat. Dommage, parce que je trouve que leurs interprètes sont pas mal, les 2 comédiens dans le film de 2022, mais ouais, il manque quelque chose à ce niveau-là. Et donc on a supprimé certaines chansons, mais a aussi été rajoutée une nouvelle chanson, un duo en fait, entre Mathilda et Miss Honey à la toute fin du film. Bon, je l'ai trouvée un peu moyenne, avec un style qui détonnait un petit peu avec le reste de la comédie musicale. Ouais, je comprends l'idée de conclure sur ça, puisqu'en fait, cette version de Netflix insiste énormément sur la relation entre Mathilda et Miss Honey. Peut-être du coup aux dépens des parents. Et donc, c'était logique de finir sur ça, mais c'est vrai que la chanson est pas géniale, je suis d'accord. C'est aussi un film qui est caractérisé par le fait qu'il a beaucoup d'effets visuels. On voit qu'ils se sont dit on va tirer un maximum profit du médium cinématographique. Donc parfois ça fonctionne. Par exemple dans la chanson Smells of Rebellion, une des chansons de Miss Trunchbull, on a des enfants qui disparaissent les uns après les autres et je crois sont transformés en chevaux blancs. Ça part dans quelque chose de totalement délirant, puis on la voit chanter sur une balançoire avec une couronne de fleurs. Enfin voilà, on va vraiment dans une esthétique hyper kitsch. Ça fonctionne pour accompagner le délire en fait du personnage. Ça fonctionne aussi à la fin, lorsqu'on a une grande scène de bataille entre Mathilda et Trunchbull via son pouvoir télékinésique. Ça me va, on va dire, ça fonctionne.
parfois c'est un peu gratuit juste pour mettre un effet et bon, ça m'a semblé un petit peu too much. Et on a aussi pas mal de numéros d'ensemble qui se veulent très spectaculaires du fait de leur montage rapide ou de leur caractère ambulant. Je pense notamment à la chanson qui s'appelle School Song, donc on découvre la nouvelle école de Mathilda, à la chanson de Bruce, à la chanson Revolting Children. Et je trouve qu'on y perd un peu de la virtuosité d'exécution, qui est vraiment le truc qui estomaque tout le monde lorsqu'on le voit sur scène. Cette virtuosité, elle est au rendez-vous, hein, et évidemment, les interprètes, les enfants qui jouent ici sont tout aussi talentueux que ceux qu'on voit sur scène, mais du fait du montage, on le voit pas bien, hein, c'est toujours ce fameux problème qu'on voit parfois pas bien les numéros au cinéma. Il y a des trucs aussi qui fonctionnent mieux sur scène, notamment dans la chanson School Song. Je sais pas si tu te souviens, mais ils ont des lettres avec des cubes là, et en fait ils ponctuent la chanson, différentes lettres de la chanson, en empilant des cubes avec ces lettres. Je sais pas si c'est très clair. Et là dans le film, ils passent devant des lettres qui sont un peu dans le décor, mais intégrées à l'école. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne moins bien, tout simplement. Bah moi, School Song m'a vraiment déçu, hein, alors que sur scène, moi je trouve que c'est un numéro absolument exceptionnel. Je pense que c'est un des plus beaux numéros que j'ai vu sur scène dans une comédie musicale de ma vie. Enfin, c'est exceptionnel. Et là, les lettres sont sur les différentes portes de l'école, et ils passent devant. Mais hyper vite, en fait. Oui, donc, je suis d'accord. Il passe devant alors qu'il devrait y avoir un impact à chaque lettre. Oui. Et là, c'est pas le cas. Bon, bref, ça fonctionne beaucoup moins bien. Revolting Children est pas mal, surtout avec les enfants qui sont vraiment tous, comme tu disais, excellents danseurs notamment. Mais je suis d'accord que la mise en scène ne met pas assez en valeur. Ouais. On a aussi pas mal de trucs qui veulent faire cinéma, qui reviennent à plusieurs reprises. Des changements de costumes pendant les numéros, on a ça sur Miracle, le numéro d'ouverture, on a ça aussi sur Bruce, où donc tous les interprètes, par un effet de montage, changent de costume pendant le numéro. On retrouve aussi les plans zénithaux à la Busby Berkeley, là, mais on en retrouve plein. Ils peuvent vraiment marquer un point, là. Bon, c'est pas très subtil. Et ah oui, je note que le réalisateur n'a pas eu mon mémo sur l'interdiction des ralentis dans les films, parce que c'est beaucoup trop kitsch, ça ne va pas. Oui, notamment à la fin, il y en a un vraiment où Mathilda court... Et je trouve aussi qu'il y a certains numéros qui ont quand même été ruinés, hein, je tiens à le signaler. Donc pour toi, c'est School Song. Moi, en tout cas, ce qui m'a vraiment choqué, c'est When I Grew Up, qui est un numéro qui, quand je l'écoute, hein, ça peut me faire pleurer, hein, tellement je trouve ça poétique. Chacun peut y projeter finalement tout ce qu'il veut. Ici, cette poésie était totalement sabrée. C'était beaucoup trop littéral en fait, figuratif, où on voit les enfants, enfin on en voit un qui va sur une moto, mais genre pourquoi, enfin, et même si par exemple ils avaient littéralement filmé ce qui est dit dans la chanson. Par exemple, tu vois, j'imaginais que moi le truc qui m'émeut vachement, c'est la ligne où il dit je mangerai des bonbons sur le chemin du travail. Oui. Moi, ça me parle peut-être. Et si, je sais pas, j'imaginais que tu verrais des enfants déguisés en adultes, avoir des comportements comme ça. Ça aurait pu limite être rigolo, tu vois. Enfin, je sais pas, même bon, si ça aurait été un peu littéral, quoi. Mais je sais pas, là, franchement, ça fonctionnait pas et ça m'a contrariée. Je sais pas, j'ai pas aimé ce moment. Oui, je suis assez d'accord. J'ai pas trop compris, cette histoire de petit garçon en moto. C'était si beau, les balançoires, là, dans la... Oui, c'est ça, dans la version scénique. Sur scène, ouais, je suis d'accord. Et pareil, le numéro Quiet, ou donc un numéro où Mathilda un peu cherche à se ressourcer dans une atmosphère qui lui est assez hostile. Là, elle va sur une montgolfière, il y a des effets visuels, en veux-tu, en voilà, il y a un papillon 100% CGI qui vient se poser sur son doigt, enfin, genre, quoi. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est les fameuses scènes avec l'escapologiste et l'acrobate. Donc cette histoire dans l'histoire que se raconte Mathilda. Sur scène, je trouvais que c'était un petit peu compliqué. Enfin, on avait du mal, je trouvais, à se le représenter. Parce qu'il me semble, si je me souviens bien, ça fait longtemps que je l'ai vu, que c'était montré un peu sous forme d'ombre, en fait. C'est ça, non ? T'as raison. Il me semble en fond de scène. Bon, ici, du coup, on nous montre un vrai cirque, un vrai... Bon, déjà, encore une fois, c'est un univers que j'aime bien. Mais je trouvais que ça leur donnait corps, finalement, à cet escapologiste et cet acrobate. Donc ça m'a bien plu. Alors moi j'avoue que c'est la partie de la version musicale qui me convainc le moins, mais c'est peut-être parce que je suis accro aux livres et aux films de 96 et c'est un truc complètement inventé par la comédie musicale. Oui, c'est ça, c'est inventé par la comédie musicale. Il n'y a pas du tout d'histoire dans l'histoire dans le Mathilda originel.
Donc j'aimais pas trop ça sur scène, là j'aime pas spécialement plus, mais c'est vrai que ça fonctionne pas mal et les scènes sont plutôt jolies. Et bon, à la fin, ça c'est la parole d'enseignante, mais l'école, qui est géniale du coup parce qu'il y a plus Miss Trunchbull, se transforme en fête foraine. Bon, c'est pas ça une bonne école, hein, juste pour info. C'est pas une école où on fait des chaises volantes toute la journée. Bref, moi j'ai été assez déçue, surtout au niveau sur des trucs qui tiennent à l'adaptation, à la réalisation, hein, donc qui était on va dire l'enjeu majeur de cette production Netflix. Mais bon, au moins, là encore, on passe toujours un bon moment, et ça m'a fait souvenir combien la comédie musicale scénique était bien. Oui, ça on est d'accord, on l'a déjà dit plusieurs fois dans ce podcast, on adore Matilda the Musical sur scène. Je trouve quand même que le film est réussi en termes de direction artistique, c'est-à-dire les décors, les costumes, la palette de couleurs, enfin c'est assez joli quoi. Et c'est un film qui reste plaisant, mais c'est vrai que c'est quand même une déception. Surtout qu'en plus les premiers retours étaient excellents, donc moi je m'attendais à ce que ça soit vraiment très bien. Ah oui, moi j'ai pas du tout vu de retour pour le coup, donc... On en attendait peut-être trop, j'imagine. On est comme ça, hein, exigeante, mais c'est ce qui nous rend attachantes. Autre film notable dont on voulait parler, c'est Disenchanted. Il était une fois 2, qui est disponible sur Disney+, depuis fin novembre. C'est donc la suite de Enchanted, à savoir Il était une fois, qui est un film de 2007 qui avait été réalisé par Adam Shankman, qui était également réalisateur de la comédie musicale cinématographique, donc adaptée de la comédie musicale sur scène, Hairspray de 2007. Comme le premier opus, celui-ci est toujours avec des chansons d'Alan Menken et des paroles de Stephen Schwartz. Et c'est donc le retour de Amy Adams, Patrick Dempsey, Idina Menzel et James Marsden. Mais aussi, dans ce deuxième opus, on va avoir de nouveaux comédiens et comédiennes, notamment Maya Rudolph, humoriste issue de Saturday Night Live et qu'on a vu aussi dans The Good Place, Jemima Mays, qu'on connaît de Glee, et enfin Yvette Nicole Brown, qu'on a pu voir dans Community. Et donc cette suite va explorer en fait ce qui se passe après le conte de fées, après le Happily Ever After. On a donc Gisèle, l'héroïne du premier film, avec sa famille qui va s'installer dans une petite ville. Alors là, on va être sur quelque chose de très méta, hein, comme le premier volet, avec notamment le personnage de l'ado qui ne supporte pas que les gens chantent. J'ai trouvé que c'était un gimmick amusant mais un peu lassant au bout d'un moment. Par contre, j'ai trouvé assez intéressante l'idée de Gisèle qui va... En fait, elle transforme la ville en village de contes de fées, et en faisant ça, elle devient elle-même la Evil Stepmother, donc la marâtre des contes de fées. Alors moi personnellement, j'ai découvert Elle est une fois à l'occasion de cette suite et je trouve que justement le côté méta était quand même beaucoup plus intéressant dans le premier film. Ici, ça tourne assez vite court. On est en fait rapidement dans un full conte de fées plutôt que dans un regard sur le conte de fées. Bon, évidemment, c'est normal, hein, on est chez Disney, donc voilà. De manière générale, le film est inférieur à peu près en tout point au premier, hein, qui était vraiment très très chouette. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu plein de fois. Et ça se voit aussi dans les chansons, hein, qui sont pas très marquantes, même s'il y a quand même quelques numéros sympathiques, notamment le grand numéro quand la ville justement se transforme en village de contes de fées. La I Want Song de la princesse, de l'adolescente là, qui est hyper cliché, mais c'est fait exprès. Il y a même un moment une petite référence visuelle à la petite sirène avec elle monte sur une charrette et il y a un splash derrière et ça fait penser au final de Partir là-bas. Autre chanson sympa, c'est la battle des méchantes justement entre Gisèle et une des femmes de la ville. Oui, j'ai trouvé ce numéro vraiment cool aussi. On peut bon aussi malgré tout saluer le fait que la faute du premier opus est ici réparée, à Mm. savoir que cette fois on donne 2 vraies chansons à Idina Menzel et notamment une, Love Power, qui a des, on va dire, similarités troublantes avec, Defying Gravity ou même Let It Go. Oui, c'est vraiment une chanson à la Idina Menzel quoi. Et l'autre chose qui est assez notable sur ce film, c'est qu'on est vraiment sur une histoire de femme. C'est-à-dire que les personnages vraiment centraux sont Gisèle, Morgane, donc l'adolescente, la méchante avec ses deux sbires, Nancy, le personnage de Idina Menzel. Ouais, je me suis vraiment fait la réflexion que dans ce film, les mecs ne servaient absolument à rien. Notamment au moment où il y a Morgane qui va chercher Nancy pour combattre toutes les méchantes, donc qui sont, dans le monde, réel, on va dire. Et à côté de ça, le prince, il reste à Arendelle, je cite: «Pour protéger le royaume». Genre, toi, tu restes à la maison, tu fais pas partie de l'aventure. Enfin, je sais pas, je trouvais que c'était marrant.
Oui, c'est vrai que les deux mecs ont des rôles très réduits. J'ai un petit peu regretté que, justement, on voit pas trop James Marsden, parce que j'en suis très fan. Mais il y a aussi un côté plaisant, on sent que les comédiens s'amusent quand même pas mal. Patrick Dempsey en prince un peu nul, et Amy Adams dans ce truc un peu schizophrène où elle essaie de ne pas se laisser entraîner dans son côté méchante belle-mère. C'est plutôt rigolo. Mais bon, le film est quand même un peu trop long, pas très inspiré, il manque le charme et la fantaisie du premier. Moi, j'avoue que personnellement, pour moi, il y avait, trop de magie. Bon, je sais, on est encore une fois chez Disney, trop de combats à la fin aussi. J'aurais été beaucoup plus intéressée qu'on reste dans l'univers suburbain et qu'on pointe ces similitudes avec la narration du conte de fées, plutôt qu'on bascule encore une fois dans un univers totalement féerique. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, je suis d'accord, et ça m'a surprise aussi, ce changement Mmh. d'ambiance totale. À mon avis, c'est plutôt une erreur pour cette suite. Mais bon. Ensuite, on peut aussi voir sur Disney+, une nouvelle adaptation de Pinocchio, en fait un nouveau film dans la série des remakes Disney en live action, qui est donc cette fois réalisé par Robert Zemeckis. Alors moi, la première chose qui m'a frappée à propos de ce Pinocchio, c'est qu'on a toujours cette manie de rajouter, là aussi, une dimension méta, avec plein de commentaires relous sur Disney, des blagues plutôt adressées aux adultes, des anachronismes. J'en ai un petit peu marre de ça dépend du contexte, mais là, en l'occurrence, je trouve que ça se marie pas bien. Des fois, le premier degré enchanteur, c'est bien aussi, hein. Oui, dès les premières minutes du film, littéralement, c'est Jiminy Cricket qui va jusqu'à commenter le principe même d'avoir un narrateur et d'utiliser l'expression «once upon a time». Bon, je suis d'accord avec toi, au bout d'un moment, ça va. Il y a quand même quelques conventions génériques qu'on peut accepter sans forcément les commenter. Et contrairement au Roi Lion live action, celui-ci n'est pas une recopie plan par plan du dessin animé. On va ajouter des personnages, notamment un personnage de ballerine qui se lie brièvement d'amitié avec Pinocchio. On va aussi ajouter des chansons par rapport au film originel. Ouais, il y a 4 nouvelles chansons écrites par Glenn Ballard et Alan Silvestri, qui est le duo qui a écrit les chansons de Back to the Future, dont le film était réalisé par Zemeckis. Bref, tout se recoupe comme toujours. Et donc il y a des chansons pour les personnages secondaires, notamment Gepetto, et une pour ce fameux nouveau personnage de la jeune marionnettiste danseuse là, qui est une chanson un peu, je trouve, hors sujet et hors style, même si elle était quand même assez catchy. En ce qui concerne le casting, on a Joseph Gordon-Levitt qui fait la voix de Jiminy, on a Cynthia Erivo qu'on découvrira je sais plus quand, fin d'année de je sais pas quand pour Wicked là, que ça sort dans 1000 ans, mais elle va jouer Elphaba, et donc là elle jouait la Fée Bleue. Son passage est très rapide, je trouve que c'est une scène qui fonctionne pas vraiment, c'est un peu dommage. Et on a aussi l'ami Keegan-Michael Key. Toujours lui, qui ici s'amuse dans le personnage de Honest John, ce fameux terrifiant renard qui corrompt Pinocchio. Moi, j'ai toujours détesté ce personnage, il me fait trop peur. Il y a quelques moments qui nous ont particulièrement plu dans ce film. Alors moi j'aime bien la scène de l'arrivée de Jiminy chez Geppetto au moment où Geppetto fabrique Pinocchio à l'image de son fils mort. Bon après ça devient lourd un peu rapidement avec Tom Hanks qui part tout seul pendant 3 plombes, mais il y a des petits moments comme ça assez jolis, et en plus dans le décor de la boutique de Geppetto il y a un truc marrant, c'est que les horloges sont des références à Disney. Il y en a une qui est sur le thème Dumbo, une Roi Lion, une Blanche-Neige. Et dans le genre scène intéressante, j'ai bien aimé les visions dans l'espèce de parc d'attraction un peu fucked up là, dans lequel se rend Pinocchio à un moment. Ça, c'est des moments plutôt cool, même si parfois on aimerait que le film aille encore plus loin dans le côté bizarre, je trouve. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé cette scène. Personnellement, je trouvais que c'était déjà assez, bizarre et effrayant pour moi. Merci. Et après aussi la scène, voilà, où ils se transforment tous en ânes et il y a les grosses ombres qui les capturent, je trouvais que ça fonctionnait pas mal. Oui, je trouve que le film a quelques moments de grâce, mais peut-être un peu trop long, notamment des scènes d'action qui prennent un peu de Mmh. temps et on finit par se lasser, même si au final j'ai pas détesté, alors que les retours ont été assez mauvais dans l'ensemble. Oui, je comprends pas trop pourquoi il y a de mauvais retours. Moi aussi, j'ai assez aimé, ça m'a pas semblé très différent des autres, Disney live action, on va dire en termes de qualité, donc il me semble tout à fait honorable ce Pinocchio. Oui, je suis assez d'accord, et j'ai bien aimé aussi à la fin, on ne sait pas si Pinocchio va devenir un vrai petit garçon ou pas, et en fait peu importe, c'est une morale plutôt jolie.
Et alors, il fallait aussi mentionner que nous avons également une autre version de Pinocchio qui est sortie en cette fin d'année, cette fois-ci sur Netflix, un film d'animation réalisé par Guillermo del Toro, le célèbre réalisateur qui a fait Le Labyrinthe de Pan, Pacific Rim, La Forme de l'eau, co-réalisé avec Mark Gustafson sur une musique d'Alexandre Desplat. Je crois que c'est la première fois qu'il écrit des chansons pour une comédie musicale. Alors là aussi, le cricket est le narrateur, cette fois-ci il est joué par Ewan McGregor, et l'histoire présente un Geppetto en deuil d'un petit garçon mort. Donc ça c'est pour les points communs, mais ici dans la version de Del Toro, on est dans quelque chose de beaucoup plus sombre, qui se déroule dans l'Italie fasciste, dans un contexte de guerre. Le film est plus nuancé aussi sur la psychologie des personnages, moins manichéen. Les chansons, je les ai trouvées pas très marquantes ni catchy, mais j'ai bien aimé le numéro de Pinocchio au début qui vient de naître et qui découvre un peu tous les objets en demandant à Geppetto à quoi ça sert ci, à quoi ça sert ça. À noter qu'on a un casting vocal assez prestigieux avec donc Ewan McGregor, mais aussi Tilda Swinton, Christoph Waltz ou encore Kate Blanchett. Moi, j'avoue que je l'ai pas vu en entier, donc je ne peux pas me prononcer sur ce film. Un autre film d'animation en ce Noël, il s'agit de Scrooge, un méchant de Noël, disponible sur Netflix. Alors, c'est l'adaptation animée d'un film en prise de vue réelle de 1970 qui s'appelle Scrooge, et qui était écrit et composé par Leslie Bricusse, un compositeur anglais, notamment auteur des chansons de Dr. Dolittle, de Willy Wonka and the Chocolate Factory, mais aussi de la chanson de James Bond Goldfinger. Il était aussi parolier du Jazz Hot, et co-auteur de la comédie musicale Jekyll and Hyde. Donc j'étais curieuse de découvrir cette œuvre, d'autant qu'il y a un casting vocal assez cool avec Luke Evans, qui jouait notamment Gaston dans le remake de La Belle et la Bête, Olivia Colman, qui est une superbe actrice qu'on a vue dans The Favourite, The Lost Daughter, ou dans la saison 3 et 4 de The Crown. Il y a aussi Jessie Buckley, qu'on a aperçu dans Judy, aussi vu dans The Lost Daughter, et qui a joué dans Cabaret, le revival londonien récent. Il y a Jonathan Pryce, un acteur qu'on a vu dans Game of Thrones et The Crown. Bref, voilà, j'étais hypée, mais bon, au final, j'ai pas trouvé ça très marquant. Globalement, moi, au début, j'étais assez sévère, je trouvais les dessins pas très beaux et l'animation pas terrible, mais bon, finalement, ça se laisse regarder. Bon, on retrouve malgré tout à maintes reprises cette obsession du montage effréné des numéros musicaux. Donc voilà, c'est quelque chose qui concerne aussi, on va dire, les films d'animation. Oui. Et donc, ces transitions sont folles là, de film en film. Oui. Autre adaptation d'un conte de Noël, mais cette fois en prise de vue réelle. Il s'agit du film Spirited qui était disponible sur Apple TV, un film réalisé par Sheen Anders avec des chansons de Ben Pasek et Justin Paul, les compositeurs de Dear Evan Hansen et de The Greatest Showman. Version très modernisée et aussi très méta, très dérivée, on va dire, du conte de Noël de Charles Dickens. C'est fou, hein? Il y a combien de versions de ce conte de Noël? Oui, je crois que c'est assez innombrable et d'ailleurs dans Spirited, il y a justement une blague sur ça, en fait, des innombrables adaptations de cette nouvelle. L'originalité de Spirited, c'est que ça va nous proposer l'envers du décor, c'est-à-dire on va découvrir qui sont les fameux fantômes du passé, du présent et du futur qui rendent visite à Scrooge dans l'original. On voit qu'ils vivent dans un au-delà comme une espèce de grande entreprise où les employés ont pour but de rendre visite aux vivants pour leur donner des révélations, les faire changer, etc. C'est des dream ghosts, un peu comme on voit dans Crazy Ex-Girlfriend. Et du coup ici, le héros, c'est le fantôme du présent, qui est joué par Will Ferrell, et qui va rendre visite avec ses collègues à un communicant complètement imbuvable joué par Ryan Reynolds, qui leur donne du fil à retordre. On trouve aussi dans ce film des interprètes féminines particulièrement chouettes dans des rôles un petit peu plus secondaires. Par exemple, on a Sunita Mani qu'on avait pu découvrir dans Glow ou Octavia Spencer qu'on connaît notamment pour La couleur des sentiments. Alors encore une fois, tu l'as dit, on a une dimension hyper méta, où on va commenter très régulièrement le fait qu'on est dans une comédie musicale ou encore le déroulement de l'intrigue. C'est vraiment quelque chose qui devient très répandu en comédie musicale. Oui, dès le début, en fait, il y a un moment où il y a des personnes décédées récemment qui visitent donc ce centre de contrôle, on va dire, de la vie après la mort. Et il y a un numéro musical et il y en a un qui demande: «Mais, pourquoi est-ce qu'on chante et on danse?» Et quelqu'un répond: «Mais parce que it's a musical» et donc la personne dit: «Mais qu'est-ce qui est un musical?» Il dit: «Ben ça, la vie après la mort» et non pas évidemment le film que vous êtes en train de regarder. J'aimerais bien que la vie après la mort soit un Eh musical. oui. L'aspect le plus réussi dans le film, c'est vraiment les numéros musicaux en fait. Ça m'a étonné à quel point ils sont bien, quoi. Ils sont très soignés, très fun, souvent spectaculaires, avec beaucoup de danseurs, avec des chorégraphies vraiment chouettes.
Oui, des numéros d'ensemble d'ailleurs, où là, on arrive à bien admirer la justesse d'exécution des numéros par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur Mathilda. Moi aussi, j'étais hyper impressionnée par ces ensembles, par le nombre et la qualité des danseurs. Je pense notamment au numéro dans l'usine ou encore le numéro, qui se déroule dans l'Angleterre de Dickens. Ils sont vraiment très, très chouettes. Et on a même un numéro final qui m'a semblé camp en fait, tellement il était dans la débauche de moyens. C'était vraiment, évident que c'était presque une parodie de ces, finales explosifs. On a même un moment des danseurs sur, échasse, il y a un côté assumé, ça devient n'importe quoi, quoi. Oui, oui, c'est vraiment chouette cet aspect-là. Alors, peut-être qu'il y a un peu trop de numéros quand même, et le film est un peu long, il fait plus de 2 heures. Je trouve qu'il y avait moyen de faire plus court. On se demande aussi un peu à qui ça s'adresse, parce que à la fois il y a une dimension enfantine, en même temps les références, le ton sont très adultes, mais j'ai trouvé quand même que c'était une très bonne surprise. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'étais assez enchantée de voir ce film. Je crois que je l'ai vu le 24 décembre en plus. J'ai beaucoup aimé, même si ouais, ça traîne un peu en longueur vers la fin, mais les numéros sont bien, l'histoire elle se tient à peu près. Moi, ça m'a fait un petit peu penser à The Good Place, j'avoue, cette représentation de la vie après la mort. Les Ouais, acteurs et danseurs sont au top. C'est vraiment à regarder. Je trouve que c'est vraiment dans les trucs à regarder cette année, bizarrement. ouais, on vous le conseille. On n'aurait pas cru. Ouais. Alors, parlons maintenant des films vus en salle de cinéma. Outre les quelques biopics qu'on a mentionnés tout à l'heure, on a vu d'autres films musicaux, notamment Cyrano, le film musical avec Peter Dinklage, sorti en début d'année, auquel on a consacré un épisode, donc on vous y renvoie. Mais on a vu également plusieurs films français autour de la danse et de la musique. D'abord, Encore, qui est un film de danse de Cédric Clapiche, avec Marion Barbeau, Denis Podalides, Muriel Robin, Pio Marmaille, François Civil. Film sorti en mars de cette année. Bah, moi, j'ai bien aimé. Je l'ai pas vu en salle, mais là, je l'ai vu récemment en VOD et vu l'affiche et le pitch, donc une danseuse classique qui se blesse, elle rencontre un danseur hip-hop. Je pensais que ce serait encore un film français qui se voudrait film de danse à l'américaine, un petit peu dans le sillage du Let's Dance qu'on avait pu voir il y a quelques années. Mais en fait, j'ai trouvé Ouais. que pas du tout. C'était à la fois, on va dire, vraiment un film de clapiche avec, bon, voilà, ses bons sentiments habituels, hein, il faut le dire, mais qui se déroule dans le milieu de la danse. On retrouve des clichés, évidemment, mais globalement, ça se tient. J'ai trouvé le personnage assez attachant et la danse plutôt bien filmée. Pour une fois, au début, on a un long extrait de La Bayadère. Je me suis dit, étrange qu'on voit aussi bien la danse dans un film de danse, parce que c'est bizarrement pas souvent le cas, je sais, je mets la barre C'est très vrai. très haut. Alors personnellement, j'aurais aimé encore plus de Mmh. danse et moins de moments clichés et prévisibles, hein, cette histoire de protagoniste qui retrouve goût à la vie grâce à une bande de personnages chaleureux, cette voix off un peu lénifiante, j'ai trouvé ça dommage. Je suis un poil moins convaincue que toi. Mmh. Autre film français, cette fois donc sur l'univers de la musique, Les goûts et les couleurs de Michel Leclerc, qui est sorti en salle en juin de cette année, enfin de l'année dernière. Oui, tout à fait. L'héroïne, c'est une jeune chanteuse qui s'appelle Marcia, qui enregistre un album avec son idole, une chanteuse rebelle qui a eu du succès dans les années 70. Et en fait, cette dernière meurt, et pour pouvoir sortir l'album, la protagoniste doit convaincre l'ayant droit de cette chanteuse, qui est un jeune mec de sa famille, qui ne l'aimait pas et qui veut pas en entendre parler. Donc vous voyez venir le truc, ils vont s'opposer fortement, s'engueuler, en plus ils sont pas du même monde, et puis finalement, c'est l'amour. Personnellement, j'ai trouvé ce revirement très peu crédible. La scène où les potes de Marcia sont présentés comme des bobos parisiens méprisants vis-à-vis, donc du fameux mec ayant droit là qui s'appelle, Anthony, je l'ai trouvé très forcé et évidemment, bah, Marcia, elle va quitter sa meuf du jour au lendemain pour aller avec ce mec qu'elle détestait 2 minutes plus tôt. Bon, j'ai pas été très très convaincue, sur ce revirement. Oui, c'est pas très crédible, même si j'ai bien aimé le fait d'avoir une protagoniste bisexuelle, hein, ça reste quand même relativement rare. Le film, ouais, je suis d'accord, il est un peu trop attendu, malgré quand même un ton toujours assez agréable des films de Michel Leclerc, donc qui sont toujours coécrits avec sa compagne Baya Kasmi. Ils ont fait des films comme Le nom des gens, La lutte des classes, ils ont quelque chose d'assez sympathique malgré tout. Oui, moi j'ai trouvé le film pas désagréable du tout, hein, même s'il y avait quelques aspects qui m'ont énervé. Sur l'aspect musical, les chansons sont pas mal, on arrive à y croire, je trouve, autant les chansons contemporaines de l'héroïne que les tubes à l'ancienne de la chanteuse qui est jouée par la superbe Judith Chemla.
Oui, il y a même quelques donc supposées recréations entières de clips de cette fameuse chanteuse, des années, 60-70 qui sont vraiment bien. Enfin les faux vieux clips là, ils étaient vraiment convaincants Mmh. et Judith Chemla, elle est en effet formidable. Ensuite, qu'est-ce que cette, année 2022 nous a apporté en matière de séries musicales? Eh bien, elle nous a déjà apporté la troisième saison de High School Musical: The Musical, The Series sur Disney+. On ne s'en lasse pas. Cette saison 3 se déroule en été, comme le deuxième film de la saga de films High School Musical, faut suivre. D'ailleurs, le premier épisode commence direct par un mash-up entre What Time Is It, qui est la première chanson de High School Musical 2, et Start the Party, qui est une chanson de Camp Rock, une autre saga adolescente de Disney Channel, que je ne connais pas, mais il y a plusieurs chansons de Camp Rock tout au long de la saison 3, et tout comme il y a plusieurs chansons de High School Musical 2. Donc c'est vraiment toujours Disney qui se rend hommage à lui-même. Oh, c'est bien Camp Rock, hein. Franchement, tu devrais regarder. Ouais, il faut que c'est noté dans mes trucs à Ouais, voir. ouais. Et donc, dans cette saison 3 de High School Musical, The Musical, The Series, les personnages vont en colo. Et en colo, évidemment, ils vont monter une comédie musicale. Et en l'occurrence, après avoir monté High School Musical dans la saison 1 et La Belle et la Bête dans la saison 2, là, ils montent Frozen. Et donc, dans l'histoire, le camp monte une production de Frozen avant que Disney ouvre la licence pour tous les lycées. Je sais pas si c'est vrai que Frozen vient d'ouvrir sa licence à tous les lycées. Mmh. Il y a un tel mélange du réel et de la fiction que c'est très perturbant, je trouve. Et toujours au sein de la fiction, il va y avoir un docu réalisé par Corbin Blue, qui est l'interprète de Chad dans High School Musical, qui joue ici son propre rôle, qui sera diffusé sur Disney+. Je sais pas si vous arrivez à suivre, je trouve que c'est un bazar pas possible. De manière générale, on va atteindre des niveaux super méta. On a l'impression que la série n'arrête pas d'en rajouter des couches, puisque donc, comme tu l'as Oui. expliqué, hein, on monte Frozen, donc on reste dans le choix de monter une comédie musicale Disney dans une série Disney, donc. Mais de cette prod, on est censé tirer une série qui sera diffusée sur Disney+. Donc là, vraiment, on a l'occasion de mettre en scène l'étendue de l'empire Disney. Ça fait longtemps que c'est plus simplement un studio de production de films, mais c'est avant tout de la production de théâtre, de pièces musicales sur scène, la commercialisation des droits de licence, l'exploitation d'une plateforme VOD. Franchement, moi de mon point de vue, can't wait que la prochaine saison se déroule au sein d'un des parcs à thème. Moi, c'est la suite logique. D'ailleurs, la série va elle-même, hein, tourner ce procédé en dérision, puisqu'au début de l'épisode 2, il y a Gina qui nomme donc ce fameux documentaire issu de leur pièce Disney Plus Frozen, The Musical, The Series. Et il y a EJ qui se moque, bah non, ils vont jamais l'appeler comme ça, That's way too long and complicated a title. C'est une référence ironique au titre de la série elle-même, quoi. Et c'est tellement méta que parfois, si on n'a pas la ref, on comprend pas qui est Corbin Blue, bah, c'est évidemment jamais explicité, hein, parce que ça serait faire un affront aux fans de de High School Musical que Mm. d'expliciter. Et pareil, les références sur Camp Rock, Gina va commenter un passage du film, donc qu'il regarde, au sein de la série, en disant: «Bah, l'héroïne vit dans un mensonge comme elle-même» ou comme, je sais plus quel protagoniste à ce moment-là. Enfin voilà, il y a des références non explicitées, donc si on n'a pas la ref, bah, on passe à côté. Le principal conflit dans la saison, ça va être que Corbin Blue et son équipe veulent manipuler la réalité et faire du drama pour épicer le documentaire qu'ils tournent. Et donc, pour que le projet continue, les élèves jouent le jeu et s'attribuent des rôles d'émissions de télé-réalité, quoi. Ils ont chacun un cliché en particulier qui vont incarner. Donc leurs conflits sont mis en scène, exacerbés, etc. Et on va avoir, tout au long de la saison 3, une opposition entre les gens de la télé d'un côté et les Theater Kids de l'autre, qui sont évidemment plus authentiques et plus pros. Oui, ce qui va vraiment être célébré, c'est, l'authenticité, la gentillesse de nos protagonistes, à l'opposé donc de le cynisme, hein, supposé des gens qui font de la télé. Ça, c'est aussi un thème finalement ancien de la comédie musicale backstage, que de mettre en scène une opposition entre ceux qui font de l'art, pour l'art, hein, par authentique amour de l'art, qui sont désintéressés, opposés donc à ceux qui veulent en tirer une gloire, une renommée, voire de l'argent. Bon, évidemment, c'est un procédé, habituel de la comédie musicale encore depuis ses débuts, hein. On met à distance la manipulation, qui est toujours le fait de quelqu'un d'autre, pour ne pas, montrer, que nous aussi, mine de rien, on manipule.
Ouais. Petits éléments, si vous voulez pas connaître d'informations sur la saison 3, zappez ce passage, parce qu'on va un petit peu rentrer dans les détails. Évidemment, qui dit colonie de vacances dit, il y a plein d'autres nouveaux personnages, dont une fille et un garçon dont on découvre qu'ils sont frères et sœurs. On a aussi l'introduction d'un nouveau triangle amoureux. Ricky et EJ sont à nouveau en concurrence, mais cette fois pour l'amour de Gina. C'est complexe. Hein. Certains personnages comme Big Red sont très peu présents, et la saison va marquer aussi le départ d'Olivia Rodrigo, qui n'a visiblement plus que ça à faire, hein, puisque maintenant c'est une grande star. Donc on nous explique que le personnage de Nini va déménager. On a aussi, puisqu'ils sont en colonie de vacances, il pouvait pas y avoir Miss Jen, la fameuse professeure, mais finalement ils la font revenir à l'épisode 6. D'ailleurs c'est traité de manière volontairement exagérée, puisque quand elle apparaît il y a une musique, il y a une lumière au-dessus de sa tête. On est toujours dans ce côté un peu camp de la série qui est plutôt rigolo. Oui, et elle dit genre qu'elle a traversé tous les États-Unis alors qu'elle vient de sortir de l'avion pour venir les voir 2 heures faire leur rôle totalement absurde. On a aussi quelques nouvelles thématiques et quelques personnages qui vont être développés donc, à l'occasion de cette saison. Une série toujours très chorale, hein. Chaque personnage a finalement son time to shine, même au niveau de l'attribution des rôles du spectacle dans la série, hein. Ça va être encore deux nouvelles personnes qui vont détenir les rôles principaux de Frozen. On va découvrir cette saison que Courtney souffre d'anxiété et j'ai trouvé que c'était assez juste, assez bien dépeint, même si, bon, évidemment, elle s'en sort, hein, et ne va pas s'écrouler sur scène, mais va triompher sur son solo Let It Go. On a aussi découverte de la bisexualité d'Ashlyn, donc là c'est, on va dire, une graine qui est plantée, j'imagine qu'il pourra créer du conflit avec Big Red dans la saison 4, on verra l'année prochaine si j'avais raison. Également beaucoup de couples qui se recomposent, là on a l'impression d'être un peu dans Glee je trouve. Contrairement au High School Musical original en fait, où les couples restaient les mêmes, et là on a notamment EJ et Gina qui vont rompre, et ça j'en suis très très triste. La série joue également toujours sur les problématiques de casting, avec notamment Carlos qui en a marre d'être casté en objet inanimé, ça m'a fait rire puisqu'il a joué Lumière dans La Belle et la Bête, puis Olaf dans Frozen. On a aussi Ashlyn qui souffre, hein, de revenir dans l'ensemble après avoir été la leading lady, hein, Belle, dans la saison 2. Alors les numéros notables de cette saison 3, on a une reprise de Fabulous, donc la chanson de High School Musical 2, qui reprend vraiment le même concept autour de la piscine, avec notamment le plan zénithal à la Busby Berkeley, avec Carlos dans le rôle principal du numéro. Moi, ça m'a fait penser à la veine de Glee, hein, de cette idée de vouloir recréer plan par plan des numéros d'autres films. On a aussi un numéro que j'ai bien aimé, une recréation de Love is an Open Door, donc la chanson de Frozen, en costume avec Gina et Ricky. À noter qu'il y a également des chansons de Frozen, la comédie musicale, c'est comme pour La Belle et la Bête, ils prennent aussi les chansons de Broadway, notamment What Do I Know About Love. Moment assez notable, c'est le numéro hip-hop de Corbin Bleu avec Gina, qui est un vrai numéro en forme de... c'est une séquence de rêve en fait, sur le rapport entre sport et danse, qui est l'un des thèmes éternels de la saga High School Musical. Ouais, un numéro très chouette que moi aussi j'avais remarqué comme numéro marquant de la série. Dans l'épisode final, moi j'ai trouvé, alors je crois qu'on n'est pas d'accord, moi j'ai trouvé assez sympa de voir la mise en scène de Frozen sur un petit théâtre avec des effets maison, voilà, j'ai bien aimé la scène de Let It Go. Moi, j'avoue que j'ai trouvé que leur production Summer Stock là, de Frozen faisait vraiment cheap, avec bon le coup des mini icebergs qui lui sortent des mains. Je trouvais que c'était un peu bizarre. Mais bon, j'imagine que ça se voulait réaliste, hein, sur ce que sont les licences théâtrales pour production à petit budget, hein. Moi, j'avoue, j'ai un côté où je préfère la veine de Glee, où même s'ils sont censés être totalement fouchés, ils ont des effets spéciaux, des costumes et des décors de ouf. Alors pour terminer sur cette saison, de manière générale, je me suis pas trop intéressée aux intrigues de cette saison. Je pense que je ressens une forme de lassitude. Même si certains passages sur le backstage, c'est-à-dire vraiment la création de la pièce, m'ont plutôt intéressée. Alors moi, je voulais juste faire un mini point sur une incohérence majeure qui m'a beaucoup irritée. À la fin, là, sur la performance de Let It Go de Courtney, il y a quelque chose qui fait aucun sens. C'est qu'on a donc notre fameux méchant de la télé qui éteint le courant et du coup, donc voilà, Courtney est plongée dans l'obscurité et forcée de continuer la chanson a cappella, puisqu'elle a plus les ensembles qui l'accompagnent.
mais on a d'un coup de la musique non diégétique qui surgit out of nowhere et qui donc va sauver encore plus la performance. Alors, en plus, c'est une musique qui est différente de la bande son qu'on entendait avant, puisque ça semble être un accompagnement un peu plus acoustique à la guitare. Donc à ce moment-là, j'ai besoin d'un contre-champ qui me montre que dans la scène, il y a quelqu'un qui s'est saisi d'une guitare et qui joue donc pour accompagner Courtney. Parce que tout le point de la scène, c'est qu'elle a pu la bande son qui l'accompagne. Vous voyez. Donc, si c'est la musique de Fausse qui vient reprendre le relais, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, là encore, une note à envoyer à Disney pour me plaindre. Fanny, tu recherches trop la cohérence dans cette série, je pense. Pour finir, je me demande si on va pas finir par en avoir marre un peu de cette série, mais la saison 4 promet du lourd, puisque au moment où les élèves du lycée, donc East High, vont revenir de vacances, ils vont apprendre que leur lycée sert de décor pour filmer High School Musical 4, The Reunion. Donc film qui n'existe pas, hein. Il va y avoir le Qui tournage d'un film n'existe qui pas n'existe encore, pas. tu veux dire. C'est ce que j'allais dire, à moins que finalement il existe. Donc on va avoir le retour de plein d'acteurs et actrices de la saga ciné dans la saison 4 de la série High School Musical. Enfin bref, on n'en finit plus. Et voilà, je voulais signaler on va s'arrêter sur High School Musical, on en parle toujours pendant 3 plombs, que si vous voulez m'entendre déblatérer encore plus sur cette série, j'ai été l'invité en septembre du podcast La Saison des Séries, où j'en ai parlé pendant 1 heure. Donc voilà, si vous n'avez pas marre de ça, vous pouvez vous reporter à cet épisode de La Saison des Séries. Allez écouter Anna encore un petit peu plus. Autre série notable, c'est Girls 5 Ever, qui est une série de la plateforme Peacock aux États-Unis et qui en France est disponible sur Canal+. Alors personnellement, j'ai regardé que la saison 1, mais la 2 est dispo aussi. C'est une série produite par Tina Fey sur la reformation d'un girls band 20 ans après, et c'est une série au format sitcom. Oui, une série dans laquelle on retrouve un petit peu les topos habituels des séries backstage sur l'univers de la musique, un peu à l'Empire ou à Nashville, même si on est ici clairement sur le registre du comique et de la parodie plutôt que celui du mélo. Alors il y a un casting assez ouf quand même, puisque on a dans les rôles principaux Sarah Bareilles, la chanteuse et autrice de Waitress the Musical, Renée Elise Goldsberry, qu'on connaît surtout pour le rôle d'Angelica dans Hamilton, Buzzy Phillips, une actrice que j'adore, qui était dans une des meilleures séries du monde, Freaks and Geeks, Paul Appel du Saturday Night Live. Dans les rôles secondaires, on a notamment Ashley Park, qui est dans Emily in Paris, qui est dans Mean Girls the Musical sur scène et qu'on a aussi vu dans la comédie musicale en Zoom, là, Ratatouille. Il y a aussi Andrew Rannells. Et à l'épisode 1, on a aussi Jimmy Fallon dans son propre rôle, qui apparaissait également dans Spirited. Je me suis dit qu'il était vraiment partout, lui. Oui, peut-être un peu trop même. Ne devient pas le nouveau James Corden. Oui, c'est clair, ça m'a trop fait penser à ça. Le ressort comique principal de la série, c'est qu'en fait, elles reviennent des années après et elles ont changé. Elles sont devenues mères, elles ont divorcé, elles ont des métiers un peu merdiques, il y en a une qui a grossi, etc. C'est un humour assez over the top, je trouvais ça assez sympa, peut-être un peu limité, un peu répétitif au bout d'un moment. Personnellement, j'ai regardé que 2 épisodes, mais j'ai assez accroché, c'est assez drôle, assez bien vu, avec des actrices que j'aime bien. Parfois, ça me suffit, je peux peut-être regarder la suite. Oui, en plus, les numéros musicaux dans l'ensemble sont assez marrants, en mode parodie de ce style un peu girls band. Et l'univers backstage est plutôt chouette. C'est marrant, à un moment dans l'épisode 6, il y a une intrigue sur une comédie musicale toute pétée adaptée de The Mask. Bref, il y a pas mal d'éléments qui peuvent séduire les fans de comédie musicale, donc on vous le conseille. Enfin, on voulait également signaler 2 séries françaises sur la comédie musicale ou l'univers de la danse, à commencer donc par la série Russ, qui est disponible sur France TV Slash. Et donc là, il s'agit d'une véritable série comédie musicale, et donc produite en France. Incroyable! Oui, assez incroyable. Et d'ailleurs, une de nos invitées a participé à l'écriture de la série, c'est Férouz M. Silti qu'on avait reçu pour notre tout premier épisode sur Crazy Ex-Girlfriend. Et bravo Férouz, bien joué! Yes. Donc cette série se compose pour l'instant, pour cette première saison, de 10 épisodes d'une 20aine de minutes et elle va suivre la vie de 3 copines l'été après leur bac. Mais ça va pas seulement être une chronique, puisqu'il y a aussi toute une enquête suite à l'agression du frère d'une des filles qui se greffe sur ça. C'est une série plutôt adressée à un public ado et dont la musique est très majoritairement de style hip-hop. Et il y a quelques numéros que j'ai trouvé très sympas, comme un numéro dans une salle de sport ou encore celui qui se déroule dans une bibliothèque.
Il y a souvent une mise en scène, je trouve, assez inventive de ces numéros, même s'ils sont souvent un peu courts, je trouve, mais je me doute que la raison en est que la série est courte et les épisodes sont courts, tout simplement. Oui, moi j'ai trouvé ça vraiment agréable de voir une série musicale qui était ni backstage ni méta, mais simplement qui assumait le chant et la danse comme moyen d'expression des personnages. Oui, carrément. Même s'il y a un personnage qui est danseuse, hein, ça, on n'y coupe pas. Et autre série, justement sur la danse, il s'agit de la série L'Opéra, donc disponible sur OCS, une série qui a en réalité déjà 2 saisons à son actif. Oui, j'avais pas pensé à mentionner la saison 1 l'an dernier parce que c'était pas comédie musicale, hein, mais c'est quand même backstage, l'univers de la danse, donc ça se déroule à l'Opéra Garnier à Paris, avec des personnages de danseurs et danseuses, à la fois étoiles et plus jeunes, et puis des personnages, de la direction de l'opéra. Oui, donc on est vraiment plein plongé dans l'univers de l'Opéra de Paris, à savoir qu'une partie a été filmée effectivement à l'Opéra de Paris, une autre partie à l'Opéra de Liège. Moi j'avais beaucoup aimé la saison 1 et la deuxième saison est toujours aussi bien, avec notamment un focus sur la question des violences psychologiques et du harcèlement moral dans le milieu de la danse. Ça vaut vraiment le coup. Moi personnellement, donc je viens de découvrir cette série et là aussi j'ai vraiment accroché, hein. Bon, même si on a toujours un peu les tropes habituelles des séries sur le milieu de la danse, hein, les blessures, les rivalités, les coups bas, mais j'ai très hâte, là c'est sûr que je vais poursuivre et d'autant plus qu'il y a Anne Alvaro dans la saison 2, cœur cœur cœur, j'ai hâte. Oui, et elle est super dans cette saison 2, elle a un rôle très très intéressant, mais je n'en dis pas plus. Eh bien, merci d'avoir écouté ce long bilan. On vous souhaite une excellente année 2023. On vous prépare plein de choses, des nouveaux épisodes sur des comédies musicales très variées, plein de super films au cinéma club. Ça va être super 2023. Eh bien, encore une fois, très très belle année et à très bientôt sur All That Jazz. Salut tout le monde!